Bonjour Yann Arnaud, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'innovation et des relations avec les sociétaires à la Massif. Oui. Vous pilotez aussi ce sujet de la voiture autonome au sein de Moving On, c'est ça, un écosystème complet qui regroupe des constructeurs, des manufacturiers, des assureurs, d'autres encore, hein. Et vous présidez, vous me dites si je me trompe, depuis 2 ans la commission numérique de la Fédération française de l'automobile. Ouais, c'est bien ça. Donc vous êtes le spécialiste parfait pour évoquer ce sujet. Alors on en est où d'abord? Faisons un point. Les véhicules autonomes, on nous en parle depuis des années. On en est où véritablement de cette autonomie? Il y a plusieurs niveaux dans l'autonomie d'ailleurs. Ouais, on est dans un niveau qui commence à être intéressant, qui est celui du réalisme. En fait, on est parti du fantasme, d'accord. On a tous vu sur nos écrans apparaître le véhicule autonome, un jeune quadra, dans une magnifique voiture, lâchant les mains sur l'autoroute pour lire son journal. Nous, ça nous a pas fait rêver en tant qu'assureur parce qu'on s'est dit finalement c'est une prolongation du véhicule classique, ça va être réservé à une élite, c'est pas forcément hyper intéressant. Ça pose évidemment des questions d'assurance, mais globalement, ce qui nous a au début interrogé, c'était de dire finalement est-ce qu'il y aura un marché pour ce type de choses-là. Et puis en fait, on s'est aperçu très vite que le véhicule autonome, il prendrait des formes très très différentes. Robotaxi, véhicule individuel, hein, ça c'est clair, ouais. ça existera. Et nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, effectivement, c'est ce que vous venez de citer, c'est-à-dire la navette. D'accord, la navette partagée, d'accord, plutôt électrique, hein, voilà, parce qu'on sent bien qu'il y a une volonté autour de ça. Et on s'est dit où est-ce qu'il y a de la demande, où est-ce qu'il y a du besoin? Sans doute pas dans les centres-villes. On va rajouter un moyen supplémentaire là où il y en a déjà plein. Ça va encombrer, les gens finalement vont le rejeter. Par contre, il y a des endroits aujourd'hui, en périurbain ou en rural, où là, il n'y a pas de solution à part l'automobile. Et donc finalement, cette forme en fait, de développement du véhicule autonome sous forme de navette partagée, électrique, dans des zones, encore une fois, un peu Donc ça périmétrées. désenclave les territoires. Bien sûr, Ouais, bien sûr. bien sûr. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a tout un tas de gens dans les territoires, et là on est à Niort, à quelques kilomètres d'ici, Ouais. mais même en périphérie de Niort, comme dans toutes les villes, les gens ont des difficultés pour se mouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas les choses qu'ils voudraient faire, tout simplement parce qu'ils sont privés de moyens de transport. Et donc c'est la voiture. C'est la voiture telle qu'on la connaît. Et donc quand aujourd'hui il y a une forte pression pour dire il faut que les voitures disparaissent, non. Pour les gens, et c'est ce qui explique hein, les mouvements sociaux qu'on a eus, pour des gens ça veut dire toucher à ce qui leur reste de liberté. Et donc le véhicule autonome, encore une fois, si dans une commune, une agglomération, il redonne de la mobilité à des gens qui en sont privés, alors là ça commence à devenir intéressant. Et c'est du coup plus le gadget qu'on a vu et qui bon, voilà, était sympathique, mais enfin, globalement. Ça veut dire qu'il ne vous intéresse pas ce gadget de la voiture autonome, la vraie voiture autonome niveau 4-5? Si, bien sûr, Oui. mais encore une fois, sous cette forme de navette autonome partagée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec un certain nombre de constructeurs américains et qui nous présentent le véhicule qu'ils ont comme un véhicule autonome, ça n'est pas un véhicule Non. autonome. D'accord, c'est Bien sûr. un véhicule sur lequel peut y avoir une délégation de conduite pendant un certain temps. Le vrai véhicule autonome, encore une fois, c'est un véhicule où il n'y aura même plus besoin de volant. Alors, vous savez très bien que dans les véhicules qu'on a aujourd'hui, il y en a encore, hein, c'est pas par hasard. Donc, on est très intéressé par ça. Ça amènera des choses nouvelles, des solutions nouvelles qui ne seront pas les seules solutions, mais qui viendront vraiment en complément pour aider les gens et pour les aider notamment dans leurs usages quotidiens. Comment vous y réfléchissez, vous, à la Massif, par exemple? Comment vous anticipez ça? Et les navettes, qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment vous le prenez en compte? Alors nous, on y réfléchit en tant qu'assureur parce qu'évidemment, et vous le disiez, hein, les textes récents ont clarifié en fait les responsabilités et ça c'est extrêmement important parce qu'il y avait un flou, hein. Je rappelle que vous comme moi, on a appris à conduire et on nous avait dit vous devez rester toujours maître de votre véhicule. Bon, Ouais. quand il est en délégation de conduite, compliqué. Bon. Oui. Et donc il n'y avait pas eu de changement qui faisait qu'on était dans une sorte de flou juridique, etc., qui était très compliqué. Il a été levé depuis quelques semaines. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que les responsabilités vont pouvoir être recherchées si jamais le véhicule est en délégation de conduite auprès d'un constructeur ou auprès de l'organisateur du service de mobilité. Donc ça veut dire que lui-même va être assuré, mais ça veut dire que finalement on va reconstituer une chaîne de responsabilité qui sera très claire. Le constructeur ne sera plus responsable? Si, il Si, pourra l'être justement. Il Ouais. pourra l'être si, par exemple, dans un certain nombre de cas où on n'est pas dans l'organisation d'un service, parce que vous disiez que c'est limité à des trajets. Non, si on a des véhicules qui ont des fonctions d'autonomie, par exemple, vous savez que les premières qui vont être homologuées, c'est le maintien dans la ligne, d'accord? Bon, bah, là, les constructeurs, si jamais il y a un problème sur ce fonctionnement, leur responsabilité pourra être recherchée. Ce qui est important, c'est que le rôle de l'assureur, il est réaffirmé. C'est celui qui sera aux côtés de la victime. Ça veut dire que s'il y a un problème, celui qui va intervenir, c'est l'assureur.
l'assureur et il fera quoi? Il fera en sorte, d'accord, de pouvoir suivre la victime. Après lui-même, il aura peut-être, d'accord, potentiellement un recours à aller chercher auprès, encore une fois, d'un constructeur, d'un organisateur de Mais son service. métier de base reste. Exactement. Ouais. D'accord. Et surtout, la victime continue à être protégée. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup aussi de questions, de fantasmes autour de dire ah, mais alors qu'est-ce qui va arriver si jamais c'est le véhicule qui était. Bah, finalement, ça redevient simple. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça nous intéresse donc pour ces problématiques d'assurance. Ça nous intéresse aussi parce qu'on est une mutuelle. D'accord. Et donc, on a vis-à-vis de la société un certain nombre de sujets qu'on souhaite défendre et porter. Celui de la mobilité inclusive, celui de redonner encore une fois de la capacité de. Nous, ce qu'on dit à la Massif, hein, c'est la mobilité, c'est le droit des droits. Si vous n'avez pas de mobilité, vous êtes privé de la santé, vous êtes privé de la culture, vous êtes privé de plein de choses, d'accord. Et puis, il y a des sujets nouveaux hein, qui sont le désenclavement des territoires, d'accord. Et donc là, on a besoin, encore une fois, de montrer qu'avec des solutions nouvelles, on peut aussi agir là-dessus. Et c'est quoi l'objet de Moving On dont on parlait tout à l'heure, que vous pilotez tous ces assureurs, ces constructeurs qui sont mis ensemble? Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, Moving On, c'est une initiative au départ de Michelin, d'accord, qui avait lancé un truc qui s'appelait, peut-être que certains s'en souviennent, le Challenge Bibendum. Bon, et qui était qui était beaucoup sur l'aspect conceptuel. Et puis ils se sont dit, faut qu'on soit beaucoup plus opérationnel, il faut qu'on soit dans l'expérimentation. Et donc ils sont passés au Moving On. Nous, à l'époque, à la Massif, on s'était dit, et il y a un certain nombre de collègues de la Maïf, de Groupama, de BNP Paribas, donc des concurrents à nous, hein, très, très clairement, qui sont associés à cette réflexion. On s'est dit, on veut lancer une réflexion très ouverte, donc aussi avec des gens comme Microsoft, hein, d'accord, on n'est pas excluant, Forestia, etc. Et on veut lancer une réflexion autour de finalement cette navette autonome en milieu périurbain ou rural. C'est quoi les conditions de son existence? Et à ce moment-là, le Moving On, qui par ailleurs avait travaillé sur d'autres domaines, par exemple la mobilité frugale ou des choses comme ça, bah, il y a une convergence et donc on a rejoint en fait le Moving On pour y faire une communauté d'intérêt où on réfléchit encore une fois spécifiquement sur le véhicule autonome avec d'autres experts, d'autres spécialistes en fait autour de ça. Et en fait, c'est pour une raison simple, c'est qu'on croit qu'en fait le développement du véhicule autonome, il est beaucoup fondé en fait sur le travail en commun en fait d'experts et donc finalement une communauté autour de ça et surtout en fait une forme de partage en fait des idées et des expertises en fait sur le sujet. Pour être encore plus clair, on pense que ce n'est pas un constructeur français, d'accord, qui demain fera la présence de la France sur le véhicule autonome. C'est plutôt l'écosystème français, d'accord, avec un certain nombre de spécialistes, et on a des champions français, hein, si on regarde Michelin, si on regarde Forestia, si on regarde évidemment les constructeurs français, mais aussi les constructeurs de navettes. On a tout l'écosystème qu'il faut avec les spécialistes, évidemment Transdev ou des gens comme ça, Keolis, pour, encore une fois, faire en sorte que la France puisse créer un modèle assez original, viable, d'accord, de transport autour du véhicule autonome dans certaines zones. C'est déjà au stade de l'expérimentation dans certaines zones. C'est presque historique, enfin c'est en tout cas très rare que le code de la route soit modifié en France. Ouais. Est-ce qu'il reste encore des zones blanches, c'est-à-dire des points, des questions qui ne sont pas réglées encore sur le véhicule autonome? Alors on va dire au niveau juridique, finalement peu, puisqu'on a la loi Badinter qui dit pas mal de choses qui protègent les victimes, et puis on a cette évolution qui était absolument nécessaire. Après, ce qu'il va falloir régler quand même, c'est tout un tas de choses du domaine opérationnel. C'est-à-dire qu'on disait, l'assureur, il sera aux côtés de la victime, mais il va devoir exercer un recours. Le problème, c'est que si c'est très long, puisque moi, je vais me retourner, par exemple, en tant qu'assureur, vers l'assureur du constructeur, qui lui-même va se retourner vers l'assureur du fabricant du logiciel, qui lui-même... Bon, on n'en finira pas. Et donc, il ne faut pas qu'un accident de pare-choc se transforme en ce qu'on vit aujourd'hui sur un crash aérien. Bon. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver, et ça, on sait le faire en France, hein, autour des conventions, d'accord, qu'on arrive à simplifier ce que font les assureurs, par exemple, avec des sociétés comme la RATP ou la SNCF, à simplifier les choses en disant, on ne va pas se lancer dans des procédures, d'accord, qui vont encombrer l'appareil judiciaire, qui vont durer des années, et pour, finalement, au final, on aura nourri beaucoup de gens, d'accord, avocats, etc., mais finalement, c'est pour un objectif qui sera mineur. Donc il faut qu'on arrive à simplifier ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, hein, il y a un point qui est extrêmement important pour nous assureurs. C'est pour ça qu'on est content d'avoir dans cette réflexion d'autres assureurs avec nous. C'est de dire, si demain, encore une fois, ces véhicules autonomes, c'est finalement des grandes sociétés qui les opèrent, alors on ne sera plus dans le modèle qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que mutuelle, où on assure des particuliers. On sera en B2B, d'accord? C'est-à-dire que globalement, on sera assureur de structure. Est-ce qu'on pourra le porter, nous, premier assureur massif, seul? Probablement pas, d'accord? Mais est-ce qu'un assureur, quelle que soit sa taille, pourra le porter seul? Je ne le pense pas. Et donc, il faudra qu'on réinvente aussi autour de l'assurance. Hein, si on imagine demain
la nouvelle Renault autonome, d'accord, qui va être distribuée à des milliers d'exemplaires, bah, qu'il va falloir qu'on soit un certain nombre en fait à se partager ça, d'accord, parce que si le principe d'un seul assureur pour ce véhicule-là, à mon avis, présenterait une forme de concentration des risques qui est un petit peu opposée à l'idée même d'assurance. Il y a de la place pour l'InsurTech. Il y a de la place pour l'InsurTech, oui, bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Dès l'instant, encore une fois, cet écosystème qui va être monté et dont on espère bien que la France va pouvoir tirer son épingle du jeu parce qu'elle a beaucoup de champions, du coup, que ça se développe et que ça soit un modèle qui s'exporte. Merci beaucoup pour vos éclairages, précieux. Merci beaucoup. On va parler du territoire maintenant, du territoire de Niort. À tout de suite.